Dans cet épisode, nous allons remonter l'histoire depuis le début pour comprendre les origines du fascisme et les meilleurs moyens pour le terrasser. Qui de mieux pour nous expliquer cette histoire que le dernier résistant FTP-MOI qu'ils a combattu, Léon Landini, désormais âgé de 98 ans, nous plonge dans la résistance française qu'il a rejoint à partir de 1942. De ses attaques armées contre les soldats allemands jusqu'à son incroyable évasion de prison, Léon Landini nous offre un mode d'emploi pour résister et vivre en liberté. Léon Landini, né le 9 avril 1926, ce qui me fait 98 ans, président du pôle de Renaissance communiste, président de Carmagnole Liberté et résistant pour beaucoup de temps de ma vie. Ça remonte assez loin et ça nous engage pendant un bon moment d'explication. Mon père et ma mère vivaient en Italie, en Toscane. On l'appelait d'ailleurs la Toscane rouge à cette époque-là. Il était conseiller municipal et adjoint au maire du village où il habitait à Rocastrada, qui faisait 25 000 habitants avec les petites communes autour. Et un beau jour, les fascistes sont venus de la préfecture avec des camions à 4 heures du matin, un dimanche matin, alors que tous les ouvriers étaient couchés. Il y avait des gendarmes qui les accompagnaient et les gendarmes leur désignaient les maisons où il y avait des gens qui étaient engagés politiquement, conseillers municipaux ou autres. Alors ils tapaient à la porte, quand le gars sortait, il abattait et puis ils allaient à l'autre porte, ainsi de suite. Ils ont tué 19 personnes. Ils en ont blessé 70, je crois, et ils ont brûlé 19 maisons. Mon père ne se trouvant pas là, donc il n'a rien eu. Mais à 3 reprises, ils sont allés dans le petit village où mon père habitait pour l'abattre, et à 3 reprises, il n'y était pas. Et à la fin, il a dit, bon, ben, une fois ou l'autre, ils vont finir par m'attraper, il faut que je parte. Et il a fallu choisir une nation. Automatiquement, la nation qu'il a choisie, ben, c'était la France, le pays de la Révolution, le seul pays au monde où les bâtiments publics portent sur leur fronton liberté, égalité, fraternité. Il a dit, c'est dans ce pays que je pourrais attendre la période où je peux retourner en Italie. Et mon père, il est venu tout seul en Meurthe-et-Moselle travailler dans les mines de fer. Et quand il travaillait dans les mines de fer, il avait constaté qu'il y avait beaucoup d'Italiens qui travaillaient là. Que les Français et les Italiens, ça n'allait pas. Les Français traitaient les Italiens avec un peu de mépris. Alors il est allé à la fédération du Parti communiste. Il leur dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? C'est tous des ouvriers. Il dit, oui, mais voilà, les Français, vous travaillez, vous et eux, au wagonnet de fer. Chaque wagonnet, vous touchez tant. Vous autres, vous ne boisez pas comme il faut. À tout moment, vous risquez de recevoir le plafond sur la tête. Et les Français, eux, ils boisent. Mais eux, ils ne gagnent pas leur vie. Donc, il faudrait qu'ils puissent augmenter. Mais en disant, les Italiens, ils ne feront jamais grève. Et c'est inutile qu'on s'engage là-dedans. Et mon père dit, bon, ça, alors avec les Italiens, je vais tâcher de voir ça. Et un soir, quand les Français sont venus, parce que ça travaillait jour et nuit dans les mines. Quand ils sont venus pour entrer dans la mine, devant la porte, il y avait un gros groupe d'Italiens. Non, grève, on ne travaille pas, il faut une augmentation de salaire. Bien entendu, mon père s'était fait plutôt pas bien remarquer par la police, parce qu'il y avait toujours la police secrète dans des cas pareils. Et la fédération du parti l'a averti en disant, attention, ils vont te ramener en Italie, il faut que tu disparaisses. Alors comme il avait des correspondances avec un village sur la Côte d'Azur, à côté de Saint-Raphaël, qui s'appelle toujours le Muy, et il a correspondu avec eux. Ils ont dit, viens ici, de toute façon, on te trouvera toujours du travail. Alors il a fait revenir sa femme et ses 2 enfants d'Italie, et de la Meurthe-et-Moselle, on est parti à Saint-Raphaël,
où je suis né et où ma sœur Mimi est née. En 1940, mon père et mon frère, ils se sont engagés tous les deux volontaires dans l'armée française. Mon père, il avait 40 et quelques années, trop vieux, on l'a renvoyé à la maison. Et mon frère, qui était jeune, qui était chauffeur de poids lourd, il a été pris pour conduire les camions de l'armée. Quand il a été démobilisé, il est revenu à la maison. Et déjà, le rationnement commençait. Mon frère et ma famille, on n'était pas d'accord contre les rationnements, que les Boches prenaient tout. Et avec un copain, Jean Carrara, il avait 1 an et demi de plus que moi, on a commencé de notre propre initiative, on a acheté des étiquettes, Pétain, tu as trahi la France, Pétain, tu as vendu la France, moins de discours et plus de pain, et on s'amusait tous les deux à aller coller ces étiquettes. Très intelligents, comme des gamins de 15-16 ans, on est allé en coller sur la porte du commissariat. Ça avait fait un scandale à Saint-Raphaël. Mais mon frère, qui connaissait son petit frère, il avait 12 ans de plus. Mon frère, il m'a dit, ces conneries, c'est toi avec ton Poggiano qu'on l'a fait. Il dit oui. Il me dit, alors tu arrêtes tout de suite, tu vas nous finir tous en tôle, tu vas nous faire finir. Quand le moment sera venu, je te le dirai. Et puis, Jeannot Carrara, il avait 1 an et demi de plus que moi. Il vient me voir, il me dit, Alix Macario, qui habite à Cogolin. Cogolin, c'était juste à côté de Saint-Tropez, un ancien combattant des brigades internationales. Il est venu me chercher pour qu'on fasse dérailler un train entre Cannes et Saint-Raphaël. Alors moi, je lui dis que j'y allais à une condition, que tu viennes avec nous. J'avais 16 ans et demi. Alors, Macario lui a dit, non, mais il est trop jeune. Je le garantis, il vient avec nous. Alors, eux, ils ont déboulonné l'oreille, et moi, je surveillais qu'ils ne se fassent pas surprendre. On a enlevé un morceau de rail, et puis on a pris la bicyclette, on est retourné à Saint-Raphaël. Et là, il y a eu un déraillement. Et puis à partir de là, bon, les déraillements ont commencé. Surtout au début, ce qu'on faisait, ils avaient installé des lignes téléphoniques pour pas qu'on puisse apprendre leur discours. Et au début, on allait couper les lignes téléphoniques. Et ils avaient collé des affiches que celui qui se ferait prendre à couper les lignes téléphoniques, il sera battu sur le champ. Eh bien, ça nous a fait ralentir, on en a coupé beaucoup plus. Et puis je vous raconte une anecdote qui va vous faire sourire, parce que quand j'y pense, je souris. Je travaillais à la forêt, je rentre en bicyclette, je vois une moto sur le bord de la route. Alors je m'arrête, puis je vois 2 Italiens en train de sonder un câble, parce que c'était des câbles gros comme ça. Comme je comprends l'italien, je le parle comme le français. Il y en a un qui dit à l'autre, non, non, c'est pas ici, c'est plus loin. Il faut qu'on aille voir plus loin. Alors moi, je suis resté là, à attendre. Ils sont partis. Quand j'ai plus entendu la moto, j'avais un couteau. Je suis monté, j'ai coupé le câble à l'endroit précis où ils étaient venus voir. Ils doivent avoir rigolé parce que pour trouver la coupure, ils sont revenus. Et puis, ils disaient, mais merde, mais là, il n'était pas coupé tout à l'heure. Moi, j'ai pris mon vélo à toute vitesse, je suis rentré à la maison. Mais je ne me suis même pas vanté à la maison. J'allais me faire engueuler, sinon. Voilà un petit peu comment a commencé la résistance vis-à-vis des Italiens. Le jour où ils ont envahi la Côte d'Azur, le soir, nous étions à table, et la grosse famille italienne. Mon père, il dit, les enfants, la résistance que nous faisions, coller les affiches, etc. La résistance que nous faisions, c'est terminé. Maintenant, on passe à notre stade. J'ai quitté l'Italie pour suivre à coups de fusil par les fascistes. Ils viennent en France. Il faut qu'on les chasse. Pour les chasser, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de les tuer. Mais ma mère qui dit, mais Aristide, tu n'y penses pas. Dans l'armée italienne, j'ai mes frères, mes neveux. Et mon père lui a dit, mais Violette, si tes frères et tes neveux viennent en France et que leur capitaine leur dit de tirer, ils tireront, ils feront comme les autres. Donc le seul moyen de leur faire comprendre, c'est de les tuer. Et mon frère, qui était déjà un homme, et qui dit, mais papa a raison, il faut qu'on les tue pour qu'ils comprennent qu'ils n'ont rien à foutre chez nous. On a commencé,
On a mis des bombes où il y avait des Italiens à plusieurs reprises. On a mis une bombe très puissante dans un hôtel, l'hôtel Bellevue, où il y avait 195 chemises noires. Vous savez ce que c'est, bien sûr. C'était les SS italiens, où les chemises noires faisaient un gueuleton. Mon frère a vu d'autres plus anciens. En mettant une bombe très puissante par la déflagration, mon frère il plaisantait, il disait ils vont tous apprendre à nager parce qu'après plus loin il y avait la mer. On devait faire un massacre. Et on est parti, on est allé mettre la bombe. Et c'est Jeannot et moi qu'on est allé déposer la bombe devant l'hôtel. Il y avait une mèche d'amadou qui devait durer un quart d'heure, ce qui faisait qu'elle devait exploser après la fin du couvre-feu pour qu'on ne tue pas des gens qui passaient par là. Alors on ne voulait pas. Et quand on allumait la mèche de l'autre côté, il y avait des Italiens à table, il y avait un rideau, et les Italiens, ils rigolaient. Et il y a Jeannot qui lui dit hey, rigolez, on va vous faire rigoler, nous, vous allez voir, vous allez moins rigoler tout à l'heure. Et puis on est parti, pour rentrer chez nous, on est sorti un peu en banlieue de Saint-Raphaël. Et à un moment donné, on a dit, là ça va exploser. Il devait exploser juste après 9 h. On entend les cloches de Saint-Raphaël, bim, bam, boum, ça n'explose pas. On a attendu un moment, ça n'explose pas. Moi j'ai dit, ben, il faut qu'on retourne voir de quoi il s'agit. Jeannot, il avait 1 an et demi de plus que moi. Donc il avait un peu plus de jugeote. Il me dit non, n'importe qui nous voit, on saura que c'est nous. Si elle n'a pas explosé, elle n'a pas explosé, on s'en va. Mais mon frère, il savait que je devais mettre la bombe. Et il a passé une nuit épouvantable. Et le lendemain matin, et au moment précis où il passe au devant, il voit la femme de ménage qui ouvre une grosse valise où il y avait la bombe. Elle a quitté la bombe, elle est rentrée en hurlant. Mon frère l'a dit, il faut s'éloigner vite si on nous voit. Ils disent tout de suite, c'est nous qui avons mis la bombe. Ils sont partis et puis ils sont venus me chercher. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, la bombe, elle n'est pas partie. Alors, j'ai compris après, c'était dans une bouteille de gaz. Et on avait remis le bouchon. Il y a un bouchon en haut, ce vis. On avait remis le bouchon. Et le gaz a étouffé la mèche et c'est parti. À partir de là, la police italienne politique est venue à Saint-Raphaël et ils ont arrêté 2 copains dont un était... Tout était décidé entre mon frère et Oscar. Ils sont partis chez Jeannot Carrara pour l'arrêter. Il n'était pas là. Alors ils sont partis, ils sont venus chez moi. Mais ma mère, vieille italienne, quand elle a vu dans le jardin des carabiniers italiens qui arrivaient, moi j'y étais pas, mais il y avait Jeannot qui était chez moi. Il lui dit, Jeannot, saute le grillage par derrière et va-t'en, va-t'en. Ils ne viennent pas pour rien, les Italiens. Quand il est arrivé à la maison, on lui a dit à la maison, ses parents lui ont dit, mais il y a les carabiniers italiens qui sont venus te chercher. Lui, ils l'ont fait disparaître. Ils l'ont envoyé à Nice, au FTP-MOI de Nice. Et moi, ils m'ont dit, toi, tu es trop jeune pour aller au FTP-MOI. Ma belle-sœur, la femme de mon frère, elle avait un oncle en Creuse, un paysan. Et on va faire partir toute la famille. Comme ça, là-bas, on ne nous connaîtra pas. Mais mon père et mon frère sont restés sur place, hein, parce qu'ils avaient coupé du bois. On n'avait pas de sous, il fallait vendre le bois pour des sous. Mon frère avait pris la précaution d'avoir 2 appartements. Un où il habitait et l'autre où il n'habitait pas. Mais celui où il n'habitait pas, il mettait les sacs de charbon de bois. Et il est allé prendre les sacs de charbon. Et les Italiens, ça faisait 4 jours qu'ils l'attendaient. Et ils les ont attrapés tous les deux. Ils les ont emmenés. Là, ils les ont emmenés dans une villa. À mon frère, il est resté 6 heures dans le coma. Ils l'ont massacré littéralement. Mon père aussi, il avait mis une tête comme ça. Parce qu'en plus, mon père, quand ils ont commencé à frapper mon frère, lui est allé boxer les Italiens. Et ils les ont mis en prison pendant un certain temps. Et quand je suis arrivé en Creuse, peut-être 3 ou 4 mois après, j'apprends qu'à Belle-Sauve, un petit village à côté, il y avait des maquisards. Alors j'ai dit, je vais les voir. Ma mère me dit, sois prudent. Ça risque d'être des miliciens déguisés en résistants. Et quand vous venez parler avec eux, ils vous embarquent. Alors fais attention.
Alors je suis arrivé, j'ai vu des maquisards là, et puis j'ai vu le chef des maquisards qui discutait avec un gars de Belsauve, que je savais qu'avant-guerre, il était communiste. Ça m'a confié un peu plus. Je me suis approché, j'ai écouté les discussions. J'ai dit, ben, moi je voudrais venir avec vous. Il m'a dit, mais tu ne crois pas qu'on prend le premier venu? Et j'ai dit, non, mais moi je ne suis pas le premier venu. J'ai mon père et mon frère, ils ont été torturés, ils sont en prison. Ah bon, ça change. Mais on ne peut pas te prendre avec nous parce qu'on est une quinzaine et on part, on reste 10 jours, 12 jours dans un village et puis on part 7-8 km plus loin dans un autre village. Parce que si on reste trop longtemps, une fois ou l'autre, ils vont nous tendre un piège. Alors, on démarre et quand on quitte un coin, ils ne savent pas où on va. Donc, on coupe chaque fois les liaisons. Mais il me dit, on va venir te chercher chaque fois qu'on fait une opération importante. Et tu restes toi, chez toi, tu continueras à travailler comme paysan, avec un paysan. J'ai fait 3 déraillements avec eux, mais ce qu'on a fait le plus souvent, c'est qu'il y avait la gare de triage à Vieilleville. Et quand on réquisitionnait des animaux pour partir en Allemagne, on les mettait dans des wagons, dans les gares de triage. On arrivait, on désarmait les gendarmes, ça nous faisait de l'armement déjà. Et puis on ouvrait les wagons et on faisait sortir les vaches ou les cochons. À ce moment-là, tous les paysans sortaient. 1 heure après, il n'y avait plus rien, tout avait disparu. Et les Allemands, s'ils voulaient encore avoir des animaux, eh bien, il fallait qu'ils recommencent à réquisitionner tout le bordel. Ça, c'est la campagne. Mon père et mon frère, ils ont été déportés en Allemagne. En arrivant à Dijon, ils ont fait une tentative d'évasion. Au bout d'un moment, il y a un cheminot qui arrive, en tenue de cheminot, et qui leur dit, vous voulez aller où? On voudrait aller à Saint-Dizier-les-Reines, en Creuse. Il dit, bon, alors vous allez me suivre. Quand je vous fais un signe, vous montez dans le locaux et vous mettez du charbon dans le locaux. Il leur a fait signe, ils sont montés dans le wagon à mettre du charbon. Les types qui n'avaient rien à manger partageaient leur casse-croûte avec des gens dont un parlait le français comme ça. Pas de discussion, ni qui vous êtes, ni rien. Ils donnaient la moitié du casse-croûte pour qu'ils puissent manger un petit peu. Donc ils ont fini par atterrir en Creuse, où je me trouvais. Et moi j'ai présenté mon frère à Jean-Baptiste Virvial, qui était le commandant du maquis local. Il dit à mon frère, je vais te présenter à la direction des FTPF à Limoges. Viens, on va les voir. Il est allé à Limoges, il a retrouvé des dirigeants des FTPF et ils lui ont dit, écoute, on aurait surtout besoin de camarades un peu plus âgés à Lyon. Il y a des jeunes d'un courage extraordinaire, mais c'est des jeunes. Il faudrait des gens un peu plus vieux pour pouvoir les guider. Alors, il est parti à Lyon, et quelque temps après, il m'a écrit, il m'a dit que j'aille le rejoindre. Quand je suis arrivé à Lyon, j'ai été reçu par mon frère et par le responsable politique des FTP-MOI de Lyon, qui était un Italien de Trieste. Et son adjoint, c'était Pierre, il venait des brigades internationales. Il commence à me dire, mais tu sais, ici, c'est pas le maquis, hein. Ici, l'espérance de vie est de 3 mois. Si tu restes ici, dans 1 mois, tu seras un vétéran. Parce qu'on est en opération pratiquement tous les jours. Si tu ne veux pas rester, on te paye le voyage et tu retournes chez toi. Moi, je l'ai pris pour une offense. Je dis, mais je ne suis pas venu ici pour faire honte à mon frère. Oh, mon frère a éclaté de rire. Il dit, si j'ai fait venir mon frère, c'est parce que je sais qu'il accomplira sa tâche aussi bien que les autres. Ah bon, dans ces conditions, mon frère avait une chambre au-dessus d'un restaurant et en face, il y avait une usine. Oh, mon frère est descendu en bas, boire un coup au restaurant. Puis il dit, mais qu'est-ce que c'est cette usine? Ah, c'est la plus grande usine de produits chimiques de Lyon. Et qu'est-ce qu'ils font là? Ah ben ça, ils produisent, mais tout part en Allemagne. Hein. Oh, mon frère, il a vu ses supérieurs, il a dit, une usine formidable. Alors les copains se sont renseignés. C'était la plus importante usine de produits chimiques de Lyon. Alors ils ont dit, bon ben, on va surveiller et puis on va attaquer l'usine. Et ils ont attaqué l'usine et 3 mois après, l'usine ne le produisait toujours pas. Ils avaient tout détruit. Il y avait des bidons de phosphore qui avaient été éventrés. Et chaque fois qu'il y avait un coup de vent, avec le coup de vent, le phosphore s'enflammait. Et on est redescendu dans Lyon le 6
ça a été le débarquement. Le 7, on est parti au maquis. Le 8, il y a eu une réunion des responsables du maquis en disant mais on ne peut pas laisser Lyon comme ça, c'est pas possible, les Allemands ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, il faut qu'on fasse descendre déjà 2 groupes. Et je faisais partie du premier groupe qui est descendu à Lyon. Le 8, j'abattais un aviateur allemand de 2 rafales de mitraillettes. Donc on n'avait pas tardé pour les saluer de notre arrivée. C'était pas une vie pour des humains de vivre dans Lyon. Un jour, je passais dans une rue, il y a un type qui me dit « Hé, police allemande, tes papiers ». Mes papiers, moi j'ai rien fait, hein. J'y monte, mes papiers ils étaient en règle à Saint-Raphaël, avec mon accent, ça prouvait bien que je ne venais pas du Nord. Alors il fouille mon portefeuille, il me dit « Mais tu as que 15 francs ?» Et je dis « Oui, ma mère m'a téléphoné, je dois avoir certainement un mandat à la maison. » Elle m'a dit qu'elle m'expédie un mandat. C'est bizarre ça. Bon, on va t'emmener. Il y en avait déjà dans un bistrot, 3 qui étaient là. Un type qui les gardait avec un pistolet. Et puis après, il a rappelé, et ils sont tous venus dans le bistrot. Et dans le bistrot, ils nous ont embarqués à la milice. Quand on était à la milice, ils ont commencé à nous foutre des baffes. Qui c'est ton chef? Je lui ai dit, mais j'ai pas de chef, moi. Mais c'est pas possible, t'as un chef. Puis frapper les autres aussi. Et puis, comme on ne parlait pas, ils nous ont menés à la Gestapo. À la Gestapo, le type qui nous frappait le plus, là, qui faisait un peu chef là, dans leur groupe, à un moment donné, il s'arrête et dit « Mais toi, je te connais ?» « Non, monsieur, non. » Oui, oui, je te connais, oui. Depuis un moment que je me creuse, je dis « Je le connais. » En 1936, place des Cordeliers, avec tes copains, vous vendiez l'avant-garde et vous m'avez filé une raclée. Oh non, monsieur, c'est pas moi. Oui, c'est toi. En plus, t'es juif. Baissez tous les pantalons. Et lui, il était juif. Il le prend par les épaules, à coups de genoux dans l'estomac. Le type, il met les mains, il dit non, pas dans l'estomac. J'ai été opéré il n'y a pas longtemps. Il n'aurait pas dû le dire. Hein. À coups de genoux dans l'estomac, il s'est affalé un flot de sang. Peut-être 2 litres de sang qui sont sortis. Et le soir à 9 h, quand on nous a descendus les autres, on nous a descendus au rez-de-chaussée, parce qu'on était dans l'étage, pour repartir au Fort Montluc, on nous a enfermés. Il était toujours là, lui il était mort. Hein. Voilà comment on prenait conscience du danger dans lequel on était. Après, quand on était à la Gestapo, ils nous ont frappés. Et moi, il m'a frappé, j'étais par terre à plat ventre. Et puis il y a Barbie qui vient. Klaus Barbie était arrivé au moment du franchissement de la ligne de démarcation et de l'occupation de Lyon, fin 1942. Eh bien, Barbie a eu évidemment pour souci de se constituer sa propre prison. Il a donc réquisitionné à partir de fin janvier 1943 cette prison de Montluc. Des coups de pied dans le côte, il me faisait mal. Et je me suis tourné. Il m'a pris par le col de la veste, il m'a soulevé. Mais moi, je ne le connaissais pas, je ne savais pas qui c'était. Il m'a soulevé, il m'a dit « Qui c'est ton chef ?»« Monsieur, mais moi, je n'ai pas de chef. » Pim, pan, des gifles. « Ton chef, pim, pan, des gifles. » Moi, je ne moulais pas, je n'avais pas de chef. À la fin, il m'a relâché et je ne l'ai plus revu. Ensuite, ils m'ont descendu avec un camion. Ils nous ont emmenés, moi et d'autres, ils nous ont emmenés à la Gestapo, au Fort Montluc. Montluc était un lieu de regroupement des différentes personnes arrêtées. Montluc n'était qu'un lieu de transit, bien que certains détenus y soient demeurés durant plusieurs mois. Quand on a été au Fort Montluc, on nous a mis dans des pièces. À un moment donné, je vois un type assez costaud, musclé, là, torse nu, qui arrive et tremblait comme ça. Là. Il voulait se mettre la chemise, il n'y arrivait pas. Alors je me suis dressé pour lui mettre la chemise. Bam, un coup de crosse de fusil dans les côtes. Il m'a balancé d'ici là-bas. Ça fait mal, oh. Et puis je suis revenu. Il faut croire que j'avais pris des coups, que j'avais plus tout à fait ma cervelle. Je suis retourné, il mettait en chemise. Alors le boche, il a dit, oh, ben laisse le mettre en chemise. Et j'ai mis la chemise, mais je ne savais pas pourquoi il tremblait comme ça, le type. C'est après que j'ai appris qu'il y avait un supplice
le supplice de la baignoire. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ils vous attachent les pieds, les mains, comme ça, et ils vous mettent un bâton là. Ils vous prennent le bâton, ils vous mettent sur le bord de la baignoire. Donc vous êtes en équilibre sur vos genoux. Et ils remplissent la baignoire, ils te prennent par un pied, ils te mettent la tête sous l'eau, tu te noies à moitié, puis ils te redressent. Qui c'est ton chef? Pas de chef. Hop, ils te remettent la tête au-dessous. Et le lendemain matin, on nous a fait remplir des papiers, et puis on m'a monté au 3e étage. Et 2 jours après, ou 3 jours après, on m'a repris, on m'a ramené à la Gestapo. Il y avait un type, un civil qui était assis, et on passait devant lui, et dit non, lui je ne le connais pas, non, non, lui je ne le connais pas. Lui, alors moi je me tourne, je voulais bien dire que moi, pas une baffe, ferme ta gueule. Bon, alors j'ai fermé ma gueule, et ils m'ont ramené à Montluc. Un jour, ils m'ont fait descendre de Montluc dans la cour parce qu'on allait porter aide et assistance aux civils qui avaient été bombardés et pour ramasser les ruines et sauver les gens. On était dans la cour, on nous a donné un morceau de pain. C'était une victoire et on attendait pour partir. À la fin, on a dit « asseyez-vous par terre ». On s'est assis par terre et je ne sais pas combien de temps on est resté un bon moment. Ils ont dit, bon, ben, le camion n'est pas venu, remontez dans vos chambres. Et quand je suis remonté dans ma chambre, j'avais envie de pleurer, parce que moi, j'étais convaincu que s'ils me sortaient de Montluc, ou ils me tuaient, ou je m'en allais. Quand je suis sorti de Montluc, plus tard, j'ai appris que ceux qu'on faisait, soi-disant, aider, on les massacrait. J'ai eu un pot comme ça, que le camion n'est pas venu. Sinon, il y avait 90 chances sur 100 que je ne revienne plus à la vie. Moi, j'ai été arrêté le 25 juillet. Le 24 août, on entendait pétarder, pas loin de Lyon, les gens qui s'étaient insurgés, etc. Et on disait, ça va venir, ça va venir. Et le 24 août, ça tiraillait dans la cour de la prison. Alors, comme je n'étais pas un des plus gros, on m'a soulevé. Il y avait une fenêtre qu'il fallait assez haute, avec 7 barreaux. On prenait les barreaux, j'allongeais le nez. Et puis, dans la cour, il y avait la baraque des Juifs. Une baraque qui se trouvait au centre de la cour, une vieille baraque qui accueillait jusqu'à 300 personnes. Il y avait des résistants, mais il y avait aussi des Juifs. Et cette présence importante de Juifs à l'intérieur de cette baraque a fait dénommer ce bâtiment, cette baraque aux Juifs. Et les Juifs, vous ne le savez peut-être pas, mais quand on parle yiddish, c'est un dialecte d'allemand. On comprend parfaitement l'allemand. Alors d'en haut, je leur crie, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, les Allemands abandonnent la prison. Alors des petits barons, j'enfile mon nez comme je pouvais, et je vois des Allemands, sac au dos, fusil en bandoulière, qui s'en allaient. Alors je saute en bas, j'ai dit ça y est, c'est fini, on s'embrasse. Puis j'entends crier dans la cour. On me remonte, il y avait un vieux monsieur avec une barbiche, avec un trousseau de clés à la main. Il nous dit, les Allemands ils partent, mais j'ai donné ma parole que je n'ouvrirai pas les cellules avant 1 heure ou 2 heures, je ne me rappelle plus. Moi, avec ma délicatesse provençale, je dis, oh Barbette, si tu n'ouvres pas la porte, moi je la casse. Et puis tout le monde a gueulé, et je me suis tourné, et je commençais à tirer des coups de pied dans la porte. Mais elle tenait le coup, la porte, elle était solide. Alors, il y avait un Russe blanc qui était en prison avec moi. Il me dit, mais tu n'arriveras jamais comme ça. Il y avait dans un coin, il y avait une tinette où on faisait le besoin. Pense un peu la senteur, au mois de juillet, au mois d'août, tu chiais, dans le coin, tu avais une tinette. Le parfum que ça faisait dans la pièce. Alors, il vide la tinette dans un coin de la pièce. Il y avait par terre une couverture qui bougeait toute seule, tellement il y avait de punaises dedans. Il met la couverture, il me dit, hey, qu'est-ce que tu vas casser la porte?
J'ai commencé à taper dans la porte. J'ai fait un trou assez grand pour passer ma tête. Je regarde, pas d'Allemand à mon étage, j'étais au 3e étage. J'agrandis le trou, je sors, il n'y a personne. Je descends, il y avait des portes qui commençaient à casser au 2e étage. Le vieux, quand il a vu ça, au rez-de-chaussée, il avait apporté les clés. Il était en train d'ouvrir les portes. Et le russe, blanc, il m'avait dit, il ne faut pas rester là. Parce qu'ils ont certainement miné, ils vont faire sauter la prison pour pas qu'on dise ce qu'ils nous ont fait souffrir. Alors, moi, j'ai retenu la leçon, j'ai dit, attends, je ne reste pas là. Et je suis sorti. En sortant à la porte, je vois un camion allemand qui arrive. Putain, j'ai dit, il ne faut pas retourner dedans. Je pars en courant dans la nuit. Je suis allé me heurter à des fils de fer barbelés. Je me suis accroché comme j'ai pu. Mais à l'époque, j'étais léger et souple. J'ai passé par-dessus les fils de fer. J'ai navigué au moins un quart d'heure dans les airs. Il devait y avoir 3 mètres. J'ai eu l'impression d'être tombé de la tour Eiffel. Boum, par terre. Je regarde autour de moi. Je vois que j'étais sur la voie de chemin de fer. Je me dresse, j'ai dit, il ne faut pas rester là. S'ils me balancent des grenades, ils vont me tuer. Je pars en courant comme une flèche sur la voie de chemin de fer et je m'éloigne. Puis je m'arrête, puis je vois le camion sur la place devant la porte de la prison. Il fait demi-tour et il s'en va. Alors je dis, s'il est parti, je peux revenir. Je suis revenu, je me réussis à m'accrocher au mur. Je suis tombé sur la route et quand j'étais sur la route, j'ai pris pour aller à mon ancienne chambre et c'était pas tellement loin. Quand j'arrive à la chambre, c'était des maisonnettes basses qui formaient une courette et un portail. Ça veut dire que même avec le couvre-feu, le soir, les gens ils faisaient la veillée, ils n'étaient pas dehors. Alors quand je suis arrivé, j'ouvre le portail, je rentre, tout le monde surpris. Oh, le Marseillais, mais d'où tu viens comme ça? Mais t'es pas frais, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai dit, ben, je sors du fort Montluc, où ils m'ont interrogé. Oh, les fumées, dans quel état ils t'ont mis? Mais c'est pas possible. Tiens, rentre à la maison, mon petit. Un gant de toilette pour me laver. Il m'a apporté un petit morceau de pain comme ça, avec un saucisse, un bout de saucisson. Ils m'ont apporté, j'ai mangé, et puis j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ben, il y a l'insurrection à Villeurbanne. Alors j'ai dit, je vais partir à Villeurbanne. Il me dit, mais Villeurbanne, c'est trop loin. Mais j'ai dit, alors, je vais partir chez le fils d'une femme que je connaissais, et que ses 2 fils étaient avec nous. Il me dit, non mais, il ne faut pas sortir maintenant, ça tire de partout. Il voit un type tout seul, tu vas te faire descendre. Attends, demain matin. Alors j'ai dit, bon, mais je vais attendre demain matin. Et il y a une femme qui me dit, mais il y a mon fils qui va venir. Parce qu'il pense que si tu t'es évadé, tu viendras ici, mon fils il va venir. Effectivement, au bout d'un moment, je vois le fils qui arrive, il m'attrape, les larmes qui coulaient. Mais je l'avais dit à ma mère, Léon, il ne parlera pas, parce que quand j'étais arrêté, le père, il y avait encore des enfants petits, le père il a dit, il faut qu'on s'en aille, sinon les Boches, ils vont tous nous déporter. Et le fils, moi je connais Léon, il ne parlera pas. Restez tranquille à la maison, il ne parlera pas. Et sa mère, qui me tenait dans les bras, disait, mais Étienne, il le disait que tu ne parlerais pas. Étienne, il avait bien dit que tu ne parlerais pas. Et je suis resté avec Étienne, j'ai l'insurrection à Villeurbanne. Il me dit, viens, je t'accompagne à l'état-major de l'insurrection des FTP Moïse. C'était une fabrique de chaussures de femmes. On part, devant la porte, il y avait une fille avec une mitrailleuse sur le bras. Quand elle m'a vu rentrer avec à 2, là, elle dit, oh, vous allez. J'ai dit, je vais voir mes potes, là. Tes potes. Elle m'a dit, mais qui tu es, toi? J'ai dit, moi, je suis Léon. Léon. Léon le mort? Dit, si j'étais mort, je ne serais pas là, hein? C'est que je suis vivant. Elle part en courant dans l'usine en criant, Léon est de retour, Léon est de retour. Tous les copains de l'état-major, parce que là, j'abrège, mais ils ont fait au maquis, ils ont fait une raison funèbre, et ils étaient 150 ou 160, m'a-t-on dit, ils pleuraient tous quand ils ont fait leur raison funèbre. Et puis ils ont découvert
que j'étais le frère d'un des commandants, parce qu'ils ne le savaient pas. Et j'arrive donc là, et il commence à crier. Les copains de l'état-major de notre unité, ils arrivent en courant. Il y en avait un qui avait un soulier long, oui, un autre pieds nus. Ils sont arrivés à m'embrasser tous. C'est pas possible, tu es sauvé. C'est la première fois que ça arrive qu'un copain il revient, tu te rends compte. Ensuite, on avait des jeunes qui venaient s'engager dans la résistance. Nous avions occupé une ancienne école qui avait été occupée par les gardes mobiles. Puis les gardes mobiles sont partis, elle était libre. Il y avait des lits, il y avait de tout, pas des petits lits, il y avait de tout. On est allé occuper ça. À moi, on me dit, ben, toi Léon, tu vas prendre le commandement de la compagnie Carmagnole. J'ai dit, il va y avoir combien de soldats? Oh ben 160, 170. Combien? Ben 160. J'ai dit, mais enfin, vous voulez rire? Moi, je ne sais même pas marcher au pas. Qu'est-ce que je veux me faire là? Je vais passer pour un con. Oui, mais Léon, ces jeunes qui viennent, qu'est-ce qu'on fait? On les renvoie ou on les prend? Et si on les prend, qui on va mettre pour diriger? Des gens qu'on ne connaît pas? Peut-être un ancien milicien? On ne peut pas. Il faut que chacun d'entre vous prenne ses responsabilités et occupe un créneau. Eh ben, me voilà bien dans la merde, moi. Et au bout de 20 jours, j'étais dans un tel état que la femme de celui qui a fait ma tête, parce qu'après, s'était mariée avec la doctoresse, elle m'ausculte, puis elle dit à l'état-major, on ne peut pas garder Léon là, il va nous crever. J'ai pas de pénicilline, j'ai rien pour le soigner. On va le faire partir en Creuse à l'hôpital de Guéret, ils auront peut-être de quoi le soigner. Je débarque à Vieilleville, je vais taper à la porte d'un type que je connaissais de quand je travaillais comme agriculteur. Oh putain Léon, mais t'es pas mort? Eh ben, j'ai dit non, je suis pas mort. Mais tout le monde te croit mort ici. Eh ben, j'ai dit, mais pour l'instant, je suis encore vivant. Oui, je suis pas mort. J'ai dit, écoute, je te paye ce qu'il faut, mais tu me mènes au Monteil. Il y avait 12 ou 15 kilomètres. À pied, je n'étais pas en état de les faire. Il me dit, mais je t'accompagne et tu ne me payes rien du tout. Il m'amène à 10 ou 12 mètres de l'appartement où il y avait mes parents. La ferme, c'était les maisonnettes. À la ferme où il y avait ma famille. Ils entendent une voiture et viennent voir ce que c'est. Parce que le bruit avait couru que les miliciens passaient dans les villages et quand ils trouvaient un FFI, le tuaient. Et ma mère, elle s'est mise sur la porte avec les bras écartés, elle le tenait pour que personne ne sorte. Que s'il tirait, c'était elle qui servait de pare-choc. Et moi, j'arrive, elle me dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, c'est moi, ma maman. Oh, Paul. Quand je le dis, ça me reprend là, vous voyez. Ils sont sortis, ça riait, ça pleurait, ils m'embrassaient, ils se disputaient pour me prendre l'un à l'autre. Toute la famille était là à m'embrasser. Et ma mère, on se mit à table et elle a dit, quand cette guerre a commencé, j'étais convaincu qu'à la fin, il y aurait des chaises vides autour de cette table. Ce soir, on est tous là. Vous avez souffert tous les trois, mais vous êtes là, vivants. C'est le plus beau jour de ma vie.